prix Goncourt, Mohamed Bougar Sarr à l'île Maurice. Côté livre, une toute nouvelle chronique de Sonia Patricelli qui sera avec moi en plateau. Et puis un dialogue étonnant entre les œuvres de Basquiat et la culture Congo. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Et d'abord, donc, direction l'île Maurice, où se tenait le festival du livre de Trou d'eau douce, un décor de rêve pour ce nouveau rendez-vous littéraire qui s'est offert cette année la présence du prix Goncourt 2021. Mohamed Bougar Sarr, auteur de La plus secrète mémoire des hommes, a profité de cette immersion mauricienne pour rencontrer ses lecteurs. Reportage de notre correspondant à Port-Louis, Abdoulaye Rali. Première escale au lycée des Mascareilles pour Mohamed Bougar Sarr et première immersion dans cette île qui lui était jusqu'alors inconnue. Le lauréat du prix Goncourt 2021 a trouvé un public attentif sous le charme de La plus secrète mémoire des hommes. Ils ont soulevé un certain nombre de questions qui, dans mon livre, leur semblaient englober leur propre questionnement politique, identitaire, littéraire aussi. C'est pour le lycée et c'est pour Marie Séduite. Oui. Séduite par le livre, bien évidemment. Cette générosité qu'il a. Et puis, c'est tous les plans, c'est littéraire, c'est philosophique, c'est géopolitique, c'est historique, oui. L'auteur sénégalais s'est senti un peu chez lui, retrouvant son éditeur, Philippe Ray, aux origines mauriciennes, et la romancière Ananda Devi. Me retrouver à Maurice avec Bougar Sarr, que je connais depuis plusieurs années, dont j'ai lu les premiers livres. C'est aussi une grande émotion parce que lui, c'est vraiment la jeunesse, une génération merveilleuse d'écrivains qui épanouit et qui émerge comme ça, comme une espèce d'explosion de talent. À l'autre bout de l'île, à Trou d'eau douce, au Festival du livre dont Bougar Sarr est le parrain, l'auteur de 32 ans croule sous les sollicitations. Ok, où est-ce que c'est? Je vous accompagne. Très bien, on y va. De ses échanges avec les Mauriciens, Bougar Sarr retient la place des langues locales, du créole surtout, une question récurrente à Maurice, notamment chez les jeunes. La question des langues locales et de leur relation aux langues qui sont un héritage colonial se pose au Sénégal et je me suis rendu compte qu'elles se posaient également ici. Elles avaient pour objet vraiment le rapport politique entre le créole et le français. Un projet est en gestation après la visite du prix Goncourt 2021 en Maurice, le jumelage de Trou d'eau douce avec Warang, le village de l'auteur. Et puis Sonia Patricelli m'a rejoint sur le plateau de À l'affiche. Bonjour Sonia. Bonjour Louise. Alors comme chaque mois, vous allez venir nous partager vos coups de cœur. Alors ce sera soit littérature, soit théâtre. Et pour ce premier numéro de Côté Livre, vous nous faites découvrir quelques nouveautés à retrouver justement en librairie. Et on commence, Sonia, avec La princesse de Zanzibar d'Abdelaziz Baraka Sakine. Oui, et avant de parler de cet ouvrage, Louise, un mot de son auteur. Ces livres ont été brûlés au Soudan, interdits par le régime d'Omar el-Béchir. Après avoir vécu en Autriche, Abdelaziz Baraka Sakine vit aujourd'hui en France. Il écrit en arabe. Les Django, grande fresque historique sur les ouvriers agricoles au Soudan, avait reçu le prix de la littérature arabe en 2020. Et alors justement, est-ce que cette princesse de Zanzibar connaît le même sort ? Eh bien, ce dernier récit paraît aux éditions Zulma qui précise que le livre est interdit tout de même. On a de la chance de Oman et au Koweït. pouvoir le lire. Voilà, donc on a de la chance qu'il soit traduit en français. Pas étonnant, puisque Sakine nous plonge dans la vie du dernier sultan d'Oman qui régnait alors sur Zanzibar et sa population réduite en esclavage. Une altesse, je cite, au cul couvert d'abcès. L'auteur utilise donc le sarcasme pour décrire la pourriture des dirigeants. Une île meurtrie par les colons arabes qui seront eux-mêmes dépossédés par les Anglais. Alors dans ce chaos va se nouer une histoire d'amour et de vengeance entre la princesse de Zanzibar et son serviteur eunuque, pris par le vent de la liberté. Entre légendes et grandes histoires, Sakine pose la question vertigineuse, qui possède qui ? Il est un formidable conteur qui donne aux femmes et aux opprimés le pouvoir de renverser leur destin, ou au moins l'illusion d'y croire. Vous allez nous parler de votre second choix, Sonia. Ça s'appelle « À la recherche de Jeanne », un roman graphique sur la transmission de la mémoire et sur la Shoah. Encore une fois, un sujet important. Et là aussi, on est dans le cadre d'une histoire très personnelle, puisque la journaliste Zazie Tavitian, c'est une histoire de son
arrière-grand-mère, Jeanne, déportée dans le camp d'extermination de Sobibor en Pologne, est décédée en 1943 à l'âge de 58 ans. Le récit est accompagné des dessins de Caroline Perron, dont c'est le premier roman graphique. J'ai été touchée par le point de départ puisque c'est un cahier de recettes ayant appartenu à son aïeule, Jeanne Weil, qui est retrouvée par une cousine israélienne. Et l'autrice, voilà, non mais c'est un magnifique point de départ. Et l'autrice va alors se servir de ce cahier de recettes pour mener l'enquête, délier les langues dans la famille autour de cette histoire occultée car trop douloureuse. Et à chaque nouvelle rencontre, elle va cuisiner les bons petits plats de son aïeul. J'en retiens les très belles illustrations où passé et présent se mélangent, ainsi que la douceur et la finesse du dessin, qui suggère plutôt qu'il ne montre. Même les couleurs sont toutes très pastel. Oui, et il y a tout un jeu avec les couleurs justement entre passé et présent. Ce livre, vous le verrez, s'adresse donc à un public adulte, mais aussi, je trouve, à un public adolescent. Écoutez justement Zazie Tavitian sur le sujet. Il y a un chiffre qui m'avait marqué, que j'avais lu il y a quelques années, c'était que 25% des jeunes, alors je crois que c'était moins de 20 ans, ne savaient pas ce que voulait dire Shoah. Je pense qu'en parler en bande dessinée, c'est une bonne façon de les toucher. Et je pense aussi que partir de ma génération, c'est-à-dire la 4e génération après la Shoah, et de me mettre en scène dans mon enquête, c'est une façon aussi de continuer à témoigner à une époque où il n'y a plus beaucoup de témoins encore en vie qui ont vécu la Shoah. Donc c'est un récit qui est le plus précis possible historiquement, évidemment. Et il y a aussi tous les fantasmes que moi je pouvais avoir ou que pouvait avoir ma famille autour de cette Jeanne qui sont mis en images. Voilà, très beau livre, je suis en train de le feuilleter. À la recherche de Jeanne, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. C'est très très joli aux éditions Calman Lévy. L'histoire existe aussi sous forme de podcast en une série de 5 épisodes. Enfin, Sonia, vous nous avez amené un autre petit livre, alors un format carré, celui-là. Voilà, c'est assez étonnant. Pourquoi l'artiste peintre, sans doute l'une des plus célèbres du 19e siècle, refait parler d'elle? Bien, écoutez, Rosa Bonheur, elle aimait les animaux, elle les rendait vivants par sa peinture hyper réaliste. Regardez ce lion. Enfin, je veux dire, on dirait une photographie. Incroyable. Ben non, c'est de la peinture. Elle est née en 1822, elle était autodidacte. Rosa Bonheur a passé sa vie à magnifier les animaux en les plaçant sur le même plan que les hommes. Et l'on célèbre justement le bicentenaire de sa naissance à Bordeaux. Et d'ailleurs, une importante rétrospective des tableaux de Rosa Bonheur a été organisée dans sa ville natale et bientôt au Musée d'Or, ce sera un incontournable. Et oui, parce qu'il y a cette volonté des institutions publiques de réhabiliter les artistes féminines pour déconstruire les stéréotypes de genre dans le monde de l'art. Tant mieux, parce que ce livre montre sa virtuosité également dans l'art du dessin. Ce sont des choses qu'on ne voit pas tout le temps dans les expositions. On apprend également qu'elle avait obtenu une dérogation de la préfecture pour pouvoir justement porter un pantalon pour se rendre dans des lieux qui étaient réservés aux hommes, dans les abattoirs ou bien dans le marché aux chevaux à l'époque. Son œuvre résonne très fort avec également des questions contemporaines, que ce soit sur le plan du féminisme, de l'écologie et de la cause animale. Bref, Rosa Bonheur était étonnamment moderne. Évidemment, et une grande figure du féminisme. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue nous parler de vos coups de cœur littéraires. On se retrouve le mois prochain donc, pour parler de théâtre. Théâtre avec beaucoup de surprises, vous verrez. Ouais, et avec joie. Et puis on parlait d'art là avec Rosa Bonheur. Imaginez maintenant un dialogue informel entre des œuvres de l'artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat et l'univers Congo, venu d'Afrique. C'est l'idée originale de l'exposition Résonance, à voir en ce moment à Paris. Julien Sauvager nous en dit plus. D'un côté, les dessins de l'artiste Jean-Michel Basquiat, prêtés par des collectionneurs ou provenant du fond de la galerie Gradiva. De l'autre, des fétiches originaires du royaume Congo datant du 19e siècle, rarement voire jamais montrés au public, exceptionnellement prêtés par le musée royal de Tervuren en Belgique. Réunies ensemble, ces œuvres offrent un regard croisé, un écho entre le passé et le présent, entre un artiste et ses origines. Il y a une part d'Afrique dans l'art de Jean-Michel Basquiat. Lui-même parle de mémoire culturelle, qu'il habite et qu'il le suit où qu'il soit, qu'il n'a pas besoin d'être en Afrique pour avoir ces réminiscences, qu'elles sont là en lui. Je pense que cette culture est là, quelque part, se confronter à ses œuvres le révèle à lui-même. Mort à 27 ans d'une overdose, Jean-Michel Basquiat, né d'un père haïtien et d'une mère portoricaine, débute en graffant dans les rues de New York. Son style énergique, sa fulgurance sans concession, lui vaut une rapide renommée. L'anatomie humaine est l'un de ses thèmes obsessionnels, ainsi que la place de l'homme noir dans l'art et la société occidentale.
Il lit un livre de Thomson qui s'appelle Flash of the Spirit, qui explicite surtout, au travers des diasporas avec l'esclavage, comment il y a eu des créolisations et un transfert de ces cultures africaines dans le monde. De l'aveu même des commissaires de l'exposition, il ne faut pas chercher les rapports directs, mais plutôt les sensations, l'énergie de les voir ainsi réunis. Cette exposition, c'est presque une expérience scientifique. En fait, ce qu'on voulait, c'était mettre face à face des œuvres de grande énergie, que sont les œuvres sur papier de Jean-Michel Basquiat et les objets Congo. Et ce n'est vraiment que maintenant qu'on ressent toute la plénitude de l'exposition, ça montre parfois que l'homme est le même partout, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des choses très proches, il y a des choses qui fonctionnent en opposition, d'autres en résonance, justement. Jean-Michel Basquiat exorcise à travers ses dessins à la fois son mal-être et son énergie créative. Tour à tour torturé au prix d'une inspiration emphatique, comme si lui-même n'était qu'un fétiche, tout autant chéri que malmené par son époque. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec de la danse et des images de Gisèle d'Akram Khan. Ce ballet imaginé à Londres en 2016 est à voir sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées du 12 au 15 octobre ici à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.